Bonjour les amis, et plumophile toujours, bien entendu. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Et ceci ne va pas nous empêcher, d'aborder notre étude numéro 31. Même pendant les vacances, c'est quand même des, des abonnés et des plumophiles extrêmement studieux, hein. Bon, enfin. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, c'est notre première vidéo, notre première étude sur l'énergie nucléaire. J'en ai préparé à peu près une dizaine que je vais vous énoncer sans tarder. Alors pourquoi une dizaine? Ben, tout simplement parce que c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité, qui est à mon sens extrêmement intéressant. Étant tout à fait d'actualité, je pense qu'il est toujours intéressant de savoir de quoi on parle et sans pour autant se prendre la tête, hein. Il ne s'agit pas de ça. On va rester tout à fait didactique et modeste devant l'Éternel, toujours. Mais c'est toujours quand même mieux de savoir de quoi on parle, effectivement. Et puis c'est rassurant. C'est-à-dire qu'on n'a pas des informations toujours angoissantes. Ça, je dirais, c'est un peu... Alors, je dis pas une mode, mais enfin, c'est quand même un peu un trait de notre époque. Alors, donc une dizaine d'études. Alors, la première, ça va être, c'est celle-ci, c'est notre étude numéro 31, de la mine à l'usine d'enrichissement et de séparation isotopique. La radioactivité, savoir ce que c'est, bien sûr. La radioprotection, comment se protéger de la radioactivité, domaine industriel, domaine particulier, voilà. Et puis ça va nous amener à mieux comprendre évidemment les différents types ou les différentes filières de réacteurs appliqués à l'énergie électronucléaire, c'est les réacteurs des centrales. Alors réacteur à fission, c'est-à-dire que l'on fait éclater les noyaux des atomes d'uranium, ou à fusion. Alors ça, c'est pas encore d'actualité, c'est ITER, hein, où au contraire, on va rassembler les atomes. Alors l'énergie recueillie, évidemment, n'est pas la même, hein. Et puis on parlera également du surgénérateur. Qu'est-ce qu'un surgénérateur? Alors, j'avais fait une vidéo, une étude là-dessus, en particulier sur Cremalville, qu'on appelle également Superphénix, qui, c'est dommage, est peu visité. Fessenheim, oui, et Superphénix, non. Bon, c'est quand même assez curieux. Et là, on regardera ça, on étudiera ça plus dans le détail et non pas uniquement que sur le côté financier ou stratégique, hein. Nous parlerons de la fusion nucléaire, ce que c'est que la fusion nucléaire, les tokamaks, etc. Il n'y a pas que le tokamak, hein, il y a d'autres principes. Et alors là, ça c'est moins gai, mais je pense que c'est utile d'en parler, parce que là aussi, je ne dis pas qu'il se raconte n'importe quoi, mais il y a quand même des choses parfois assez surprenantes. Et le déroulement et les conséquences d'une explosion nucléaire. Alors, effectivement, il y a eu Hiroshima, Nagasaki, bon d'accord, mais... pardon, veuillez m'excuser. Mais... on entend trop souvent parler dans les médias, bah oui, une petite bombe tactique ici, une petite bombe tactique là, n'est-ce pas, sans bien se rendre compte de ce que ça représente. Ce n'est pas qu'un petit pétard, non, non. Ça, c'est une grande illusion. Mais il faut quand même savoir de quoi il s'agit. On ne joue pas comme ça avec les bombes atomiques, ou disons, dans l'esprit... dans les esprits pour mettre un terme à un conflit. Non, non. Alors ensuite, la géostratégie, pas géopolitique, hein. Géostratégie et conséquences d'un conflit nucléaire. Alors, c'est un peu la suite. Mais là, et en ce qui me concerne, en tout cas, je vais remettre un petit peu un terme à ce que l'on entend trop souvent, c'est-à-dire l'hiver nucléaire, la disparition de la race humaine, enfin etc., etc., la Terre plongée dans la radioactivité pendant je ne sais combien de millénaires. Non, non, non. Alors, je sais qu'il est de bon ton aujourd'hui d'angoisser en permanence les gens, mais non, ce qui ne veut pas dire que malheureusement, il n'y aura pas effectivement quelques explosions nucléaires, parce que, voilà.
Hein. Euh, bon, j'espère que les êtres humains seront quand même assez sages pour ne pas en arriver là. On ne sait jamais ce qui peut fleurir dans la tête de certains. Hein, ça. Mais bon, pas la moitié de la population mondiale rasée, etc., etc. Non. Alors, les bombardements atomiques sur le Japon, nous en reparlerons. Je vous apporterai d'autres éléments. Pourquoi à ces endroits-là, qui en a, je dirais, entre guillemets, et ce n'est pas un mauvais jeu de mots de ma part, retiré l'expérience, parce que derrière ça, il y avait ça aussi. L'énergie nucléaire est l'avenir de la civilisation humaine. Donc vous voyez que je donne des gages et un avenir à notre civilisation humaine, c'est-à-dire à l'évolution de la race humaine. L'énergie nucléaire fait partie de notre époque moderne. Elle peut être pour le pire ou comme pour le bien. Bon, il faut savoir s'en servir et être suffisamment intelligent. Alors ensuite, l'événement de la Tunguska, le 30 juin 1908 à 7h14 temps universel le matin. Que s'est-il passé dans la Tunguska, qui est la Sibérie orientale, donc en Russie? Un événement dont on parle beaucoup, qu'on n'a jamais auquel on n'a jamais vraiment apporté de réponse. En Occident, je ne veux pas dire qu'en Russie ou en ex-URSS, on ne savait pas ce qui s'est passé. C'est pas évident. Enfin, toujours est-il que ce serait un bolide, c'est-à-dire une comète, un météore, qui soit aurait rasé la Terre à très grande vitesse, soit se serait fragmenté dans l'atmosphère et l'aurait percuté par un petit morceau. Enfin, toujours est-il que ça a rasé plusieurs milliers de kilomètres carrés de forêt de la Sibérie, forêt de pins, forêt de bouleaux, région marécageuse, et que en fait l'onde de choc a été ressentie à près de 1500 km de là, enregistrée, et puis l'éclair, enfin la lumière à près de 1000 km. Donc j'apporterai, je dirais, mes réflexions, modestement, on est bien d'accord, hein. J'ai pas la solution, mais on parlera quand même un petit peu de l'énergie nucléaire. Pourquoi? Bien pas tout simplement parce que l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, incluant l'Angleterre, c'est pas toute la planète, c'est qu'une petite partie des terres émergées et que même en 1908, eh bien, on ne savait pas ce qui pouvait se passer ou s'étudier ou se construire dans d'autres pays au niveau énergie nucléaire. Quelles étaient les connaissances à ce moment-là? Ça, gros point d'interrogation. Alors revenons maintenant au sujet de notre étude, l'uranium, c'est-à-dire nous commençons par la mine. Alors l'uranium, en tant que terre, pas en tant que métal, a été découvert, si on peut dire, en 1789 par un chimiste allemand qui s'appelait Martin Heinrich Klaproth, qui lui a donné le nom d'uranite ou d'uranate. Pourquoi? Parce que la planète Uranus avait été découverte cette année-là. Et il faudra attendre 1790 pour que l'on donne à ce produit le nom d'uranium. Alors, la découverte de la planète Uranus a été faite par William Herschel. Bon, toujours intéressant de s'en rappeler. Alors, le minerai s'appelle la pegblende ou la pitchblende. Vous le prononcez en anglais, mais pas la pêche blanche, comme j'ai eu l'occasion de l'entendre à plusieurs reprises. Ça, ce sont des traductions par l'IA, l'intelligence artificielle. Ben oui, on voit que quand même il y a des limites. Ben non, c'est pas la pêche blanche, on n'est pas dans un verger là, non pas du tout. Donc, pegblende ou pitchblende. Le nom définitif donc en 1790, uranium, et en 1841, Monsieur Melchior Péligot isole le métal. C'est-à-dire que là, on constate que ce minerai, il enferme un métal. Et puis le 28 février 1896, Henri Becquerel découvre la radioactivité, par hasard,
à travers une plaque photo. Il avait posé une plaque photo de l'époque pour une autre expérience, et puis quand il l'a reprise, eh bien, il s'est aperçu que il y avait plein de points blancs où elle était devenue blanche, enfin je ne sais pas exactement, et il s'est dit là, il se passe quelque chose. C'était un scientifique, donc il n'a pas pris ça comme ça, en lui disant, enfin, non, non, non. Il a cherché à comprendre, et effectivement, il a compris. Et puis en 1898, alors là, Pierre et Marie Curie, universellement connus, découvrent le polonium et le radium. On aura l'occasion d'en reparler du radium. Et puis ensuite, il y a eu d'autres découvertes par d'autres personnes. Alors, comment ce métal a-t-il extrait? Depuis une mine, depuis le sol. Le minerai s'appelle donc, comme je l'ai dit, la peg blende ou la pitch blende. Vous le mettez en anglais. C'est le 48e élément dans la nature. C'est-à-dire qu'en fait, il est disséminé partout dans la croûte terrestre à des concentrations extrêmement faibles, y compris dans la mer. Ah oui, il y en a dans la mer. Il y en a plus que de l'or et de l'argent. Sauf que il est à des teneurs extrêmement faibles, donc inexploitables, c'est pas rentable. Hein. Et il faut savoir que ça c'est pour la petite histoire, lorsqu'on exploite des mines, on trouve aussi d'autres choses, bien sûr. Il peut y avoir d'autres métaux, de l'or, de l'argent, ce qui n'est pas du tout étonnant, et puis éventuellement d'autres pierres. Bon, des pierres, pas des pierres vulgaires, d'autres pierres. Bon, alors on retrouve surtout cet uranium à des concentrations plus intéressantes dans les terrains granitiques, dont fait partie évidemment la Bretagne. Et c'est pas pour ça que les Bretons sont radioactifs. Lorsqu'on éteint la lumière, on ne les voit pas. Non, 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 pas du tout. Alors, et ils se portent très bien d'ailleurs. Alors, donc, il y a ça, les terrains sédimentaires, Vendée par exemple, où on a trouvé dans d'autres plaines, et puis surtout le Massif central. On a aussi des terrains granitiques. La grande majorité, évidemment, est inexploitable, parce que teneur beaucoup trop faible. Alors, on pourrait d'ailleurs faire une remarque un peu iconoclaste. Bon, on connaît les guerres du pétrole, n'est-ce pas? Et on peut se poser la question de savoir si quelquefois, il n'y aurait pas aussi les guerres de l'uranium. Bon, c'est peut-être une mauvaise pensée, je ne sais pas. Alors, quels sont les principaux producteurs mondiaux? Je ne veux pas dire qu'ils exportent forcément. Il y a le Kazakhstan, 40%. La production mondiale, c'est énorme, ça c'était en 2023-2024. Le Kazakhstan, on en parle beaucoup. Hein. Le Canada, 15%. L'Australie, 9%. Et oui, quand même. Hein. L'Ouzbékistan, 7%. La Russie, 5%, mais c'est essentiellement pour ses propres besoins. Et elle est en train d'ouvrir d'ailleurs un très grand site, parce que la Russie, je dirais, développe un maximum l'énergie électronucléaire. Le Niger, 4% avec les mines d'Arlit, d'Imouraren, qui ne sont plus exploitées par la France, ce qui ne veut pas dire que le Niger, qui en a repris l'exploitation, ne veut plus vendre d'uranium, pas du tout, mais plus au même prix. La Chine, 3%, et autres. Alors, qui est cet autre? J'ai mis un S, mais il y en a un qui est quand même important, qui est la France, tout simplement. Les mines en France étaient, puisqu'elles ne sont plus exploitées aujourd'hui, enfin en tout cas pour le moment, des mines à ciel ouvert et des mines souterraines, très importantes d'ailleurs. L'exploitation a démarré à la fin du second conflit mondial avec le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, et puis le gros départ des études et des constructions des premiers réacteurs. La France en France ont été exploités 250 sites dans 27 départements. 250 sites, c'est énorme. Hein. Donc, principale zone, Massif central, Bretagne et Vendée. 8 sites comportaient des usines de traitement locaux. On verra assez rapidement quel était le traitement du minerai. Une teneur moyenne de 1 kg par tonne. 1 kg par tonne. Pas beaucoup, hein. Je parle de métal. On a remué comme ça 200 millions de tonnes pour récupérer à peu près 2000 tonnes. Alors, que
que sont devenues les extractions des mines souterraines? Eh bien, on en a fait des tas, où on a rebouché certains creux, et ils sont appelés des stériles. Pourquoi des stériles? Parce que la teneur en uranium, elle est très faible. C'est quelques grammes, au plus quelques centaines de grammes par tonne. Donc on est en dessous je dirais, de la teneur naturelle d'exploitation des mines. Alors, donc ça reste en surface pour la plus grande partie. Dans le monde, la teneur va de 0,8 en gros à 5%. Mais on trouve dans certains gisements, si je peux dire, des teneurs plus élevées, jusqu'à 10% et même au-delà. Mais c'est local. Les autres minerais exploitables, ça on l'a vu. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dans ce minerai, donc la partie métal, uranium-métal que l'on va extraire, il est composé d'un uranium qu'on appelle fissile, qui est le 235U. UU, c'est le symbole chimique. 235, c'est la masse atomique. Donc, uranium 235, qui est le seul fissile, c'est-à-dire le seul radioactif, pardon, qui émet des neutrons. L'autre, c'est du 238, U238U, qu'on appelle stérile, ou fertile plutôt, fertile. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'activité particulière. Donc, momentanément, il est traité comme un déchet, c'est-à-dire qu'il ne sert pas à grand-chose. Sauf que, quand même, les Américains qui ne sont pas en manque d'idées, surtout dans le militaire, puis nous après, bien sûr, on en a quand même fait quelque chose, mais dans des quantités relativement faibles. Alors, cet uranium 235, c'est celui qui nous intéresse. Mais, malheureusement ou heureusement pour nous, j'en sais rien, il est dans une teneur très faible en pourcentage au sein du métal, c'est-à-dire 0,7202%. 0,7202% d'uranium 235 fissile, émetteur de neutrons. L'autre, c'est le reste, qui lui est fertile. Pourquoi l'appelle-t-on fertile? Parce que sous le bombardement nucléaire, neutrons, donc du 235, il va se transformer en plutonium qui, lui, nous intéresse. Et ça, c'est encore autre chose. Alors, ce qui veut dire que du 238, l'uranium fertile, nous en avions en 2024-2025 350 000 tonnes en France. En fait-on, pas grand-chose. Alors évidemment, les esprits chagrins, et j'en connais, vont dire 350 000 tonnes. Oui, mais d'accord, mais il est inerte. Et puis, il fait 19,1 de densité, ce qui va nous faire jamais que 18 300 mètres cubes. Je ne sais même pas si c'est une piscine olympique. Bien. Et puis, dans le monde, il y en a 5 millions de tonnes. Alors, 5 millions de tonnes, les États-Unis, la Russie, contre la France, l'Angleterre, les pays, disons, qui ont développé l'énergie nucléaire, électronucléaire. Ça fait, à la densité près qui est de 19,1, 261 780 mètres cubes. Bon, c'est pas un tas énorme, c'est fractionné. Bon, voilà. Alors, le 238, parce que, effectivement, on en a. Alors, on a quand même trouvé, ce sont les Américains, je crois les premiers, pas certains, mais enfin, ont trouvé quand même une application extrêmement intelligente, compte tenu de la densité, 19,1. Hein. On a fabriqué avec ça ce qu'on appelle des obus-flèches. C'est-à-dire une douille de l'obus qui va porter la charge d'explosif, la charge propulsive, et puis une tige, si je peux dire, en uranium appauvri. Ça fait à peu près 40 à 60 mm de diamètre, si je ne me trompe pas, avec une pointe qui est en tungstène, en carbure de quelque chose. Bon, voilà. Et puis, ça va être propulsé par le canon à grande vitesse, c'est-à-dire 1500, 1600 mètres par seconde, sur un blindage. En général, c'est fait pour les engins blindés, c'est-à-dire les chars. Et l'énergie cinétique, qui est évidemment extrêmement importante, va se transformer au moment de l'impact, va se transformer en chaleur.
et va faire fondre le métal. Et comme ça, on peut percer des épaisseurs extrêmement importantes de métal qui va fondre, projeter la fusion à l'intérieur du char, faire exploser les munitions, enfin, etc. Donc, voilà. Alors, tout le monde s'y est mis, bien sûr. Ce qui ne veut pas dire que l'uranium appauvri, qu'on appelle appauvri dans l'armée, c'est quand même un métal lourd et c'est quand même un très bon agent de pollution des sols. Je ne parle pas radioactive, je parle de pollution par métaux lourds. Bon, ça c'est encore autre chose. Bien, alors, donc on a vu la teneur stable de 0,7202% d'uranium-235 fissile qui nous intéresse, ce qui veut dire qu'une mine à 3%, eh bien, va contenir 30 kg d'uranium métal par tonne de roche ou de terre. 30 kg. Et là-dedans, nous n'aurons que 8,4 kg d'uranium-235, le radioactif, celui qui nous intéresse, et 21,6 kg d'uranium fertile 238 qui, lui, ne nous intéresse pas spécialement, sauf pour les militaires. Bon. Alors, nous sommes toujours sur le site d'extraction et nous allons procéder à un premier traitement. Une première concentration de l'uranium qui en fait se présente sous forme d'un oxyde d'uranium UO2. Donc 235 plus 238 dans leur concentration telle que je viens de vous la donner, naturelle. Alors on va broyer ces pierres et ensuite on va procéder à un traitement chimique par lixiviation ou par écoulement statique. Et ça va nous amener comme ceci à une concentration d'environ 85% en oxyde d'uranium. Alors pas évidemment uniquement qu'en 235, parce que sinon ça ne durerait pas longtemps. On a les deux dedans, et plus encore 15% de roche de terre, etc. Et on va fabriquer avec ça ce qu'on appelle un gâteau, ou ça va être jaune. On l'appelle évidemment pour les anglophiles un yellow cake, évidemment. Ça fait mieux quand même que gâteau. Qui est donc une concentration dans la proportion de l'uranium naturel 235-238. On va chauffer ça à 800 degrés et on va expédier ça dans un conteneur normal à l'usine d'enrichissement, qui se trouve soit à Tricastin, c'est l'usine d'Orano qui avant s'appelait Eurodif, et derrière la centrale, quand on passe l'autoroute A7, hein, Eurodif est derrière, ou Malvézy c'est dans l'Aude. Et puis là, notre yellow cake, là, on va le purifier et l'amener sous forme gazeuse. Avec quoi? Avec du tétrafluorure. On va en faire un tétrafluorure d'uranium, UF4, et un hexafluorure d'uranium, UF6. Donc nous sommes maintenant sous forme gazeuse. Et là, on va avoir un premier schéma. Premier schéma où on va avoir de l'uranium toujours 238 et 235, et on va pouvoir, avec deux procédés, soit par diffusion gazeuse, mais qui n'est plus utilisée en France, ou par ultracentrifugation, c'est-à-dire des centrifuges qui tournent très vite, pouvoir concentrer un petit peu notre uranium naturel en uranium 235. Alors pour les centrales REP, réacteurs eau pressurisés, c'est-à-dire de la filière française actuelle, c'est en gros 3,5%. D'autres réacteurs dans le monde fonctionnent à un peu plus, 4%, 5%, mais guère plus. Et donc ça va se produire dans cette usine qu'on va appeler d'usine d'enrichissement. Mais on peut aussi ne pas enrichir notre uranium. On peut le garder tel quel et l'utiliser dans un autre type de réacteur qu'on appelle les réacteurs à uranium naturel. C'est-à-dire que l'uranium n'est pas... il est 0,7202 plus le reste en 238 qui lui n'est pas du tout radioactif. Alors, ces réacteurs, c'était lesquels? C'était tout à fait au début en France, les réacteurs militaires donc du CEA, Commissariat à l'énergie atomique, de Marcoule, nous sommes dans le sud là-bas, G1, G2, G3, qui étaient modérés par du graphite.
Et cet uranium naturel, l'émission de neutrons naturels, va bombarder l'uranium-238 et le transformer en plutonium. Et ça, évidemment, ça nous intéresse. Pourquoi? Pour faire des bombes. Alors, on peut faire des bombes en uranium-235, c'est-à-dire 235U, concentré au-delà de 90%, c'est en général vers 95 ou un peu plus, ou en laissant l'uranium-238 suffisamment de temps dans ce réacteur, qu'on appelle plutonigène, eh bien, on va concentrer, on va avoir du plutonium. Et on va concentrer comme ça jusqu'à 95% et plus. Et ça, nous le ferons après par procédé chimique. Donc, on va fabriquer des bombes A, c'est-à-dire, c'était des bombes d'Alamogordo aux États-Unis, la bombe d'essai qui a explosé dans le désert c'est le Nouveau-Mexique, si je ne me trompe pas, et qui était une bombe, curieusement, à plutonium et non pas à uranium naturel. Et ça, j'aurai l'occasion de vous en parler dans les autres vidéos. Ensuite, Hiroshima, qui était une bombe à toujours, mais à uranium naturel, à 235. Et Nagasaki, qui, elle, était à plutonium, donc un peu plus puissante. Voilà. Alors, donc on a vu tout ça. Nous avons séparé maintenant notre plutonium de notre uranium. Et puis, nous avons vu également les réacteurs à uranium naturel qui nous évitent une usine d'enrichissement. Alors, pourquoi ne pas avoir continué les réacteurs à uranium naturel? Eh bien, ça, c'était les réacteurs des centrales électronucléaires, d'EDF cette fois, c'est-à-dire Chinon A1, Chinon A2, Chinon A3, Saint-Laurent A1, Saint-Laurent A2, au bord de la Loire, vers Blois, et puis Bugéa. Alors, il y a deux problèmes, si on peut dire, il y a trois problèmes, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ça nous amène à des réacteurs très, très volumineux, c'est 60 mètres de haut, je ne sais pas combien, 25 mètres par 25 mètres, bon. Et refroidis en France avec du gaz carbonique, donc des grosses turbosoufflantes de 20 MW, 20 000 kW. Et puis on ne peut guère dépasser, disons, une puissance électrique, c'est la sortie alternateur, de l'ordre de 500-550 MW. Il y a eu des études qui ont été faites pour les 750, mais il y a des problèmes qui se posent de stabilité. Et ensuite, ils ont un autre souci, je ne vais pas trop vous en parler, c'est des problèmes d'empoisonnement avec le xénon. Bon, on verra ça plus tard. Donc est arrivée la filière américaine, REP, réacteur eau pressurisé, mais qui nous oblige à avoir un enrichissement de l'ordre de 3,5%. Ça nous amène évidemment à plus de puissance et à des réacteurs plus petits qui peuvent être contenus dans une cuve métallique. Et c'est comme ça qu'on a pu faire des 900 MW électriques. Hein. Alors, vous multipliez en gros par 3 pour avoir la puissance thermique. Des 1370, 1385, 1450 MW électriques, toujours brut. Hein. Et puis le PR. Voilà. Bien. Alors, parlons maintenant de la demi-vie. Qu'est-ce que la demi-vie d'un radioélément, c'est-à-dire de l'uranium, d'un produit radioactif? La demi-vie, qu'on appelle de son vrai nom la période radioactive, c'est pas la durée de temps dans laquelle il n'est plus radioactif. Ça, j'ai eu l'occasion de le voir, de l'entendre. Non, non, non. Si j'ai un produit radioactif qui vaut 100, et qu'au bout d'un an, sa demi-vie ou sa période radioactive est 1 an. Au bout d'1 an, il sera à 50. Donc il sera encore très radioactif. Et puis 1 an après, il sera à 25. Puis 1 an après, il sera à 12,5. Puis etc., etc. Donc, une décroissance. Quelques idées de décroissance pour l'uranium-235. 703,8 millions d'années. Ce qui veut dire que comme la Terre a 4,5 milliards d'années, il y a 2 milliards d'années, nous étions aux alentours de 3,85% d'uranium-235.
Il nous en reste 0,7202. S'il n'y en avait plus, si la décroissance il était arrivé au bout de sa décroissance, déjà il ne s'appellerait plus uranium, et ensuite nous ne pourrions plus faire de centrales nucléaires, et puis non plus de bombes atomiques. Ça, c'est pas très grave. Et le plutonium, lui, 239, qui est issu donc du bombardement par les neutrons de l'uranium 238 inerte. C'est 24 000 ans. Donc 24 000 ans après, nous ne sommes plus qu'à la moitié de la radioactivité. Et après, encore 24 000 ans, etc. Donc on a le temps de prendre la retraite, c'est pas un problème. Le 131I, c'est-à-dire l'URT 131, c'est 8 jours. Et puis le 16N, l'azote. L'azote 16, c'est 7,3 secondes. Ça veut dire qu'au bout d'une heure, il ne reste plus grand-chose. Hein. Donc ça vous donne une idée de la décroissance radioactive qui n'est pas la demi-vie, c'est pas la fin de vie, la fin de la radioactivité. Je voulais vous parler maintenant d'une émission naturelle qui est le radon. Symbole grand R petit n. Le radon, il est présent partout dans la nature, donc on ne peut pas l'éviter. C'est un produit de décroissance de l'uranium 235 et du thorium également, qui va se transformer en radium, par décroissance, et puis en radon. Et celui qui nous embête, c'est le radon 222. Le radon, c'est masse atomique 222, qui lui est très radioactif. Il est sous forme d'un gaz inodore, totalement invisible, incolore. Donc, on ne le voit pas. Alors, quel est son inconvénient ? On a tous plus ou moins entendu parler des maisons qui tuent, etc. Alors, là, tout de suite, je mets les warnings, les feux de détresse, pardon, parce que c'est pas parce qu'il y a eu un mort, je sais pas moi, des poumons, enfin des voies respiratoires dans une maison, que ça y est, il y a du radon dedans. Non. Mais effectivement, s'il y a 2 personnes ou 3 personnes, des gens qui rachètent la maison, puis on s'aperçoit après que voilà, il y a encore un décès de voie pulmonaire ou des problèmes de glandes endocrines, telles que la thyroïde, ou de moins l'épinière, il faut quand même se poser des questions. Alors, la période radioactive de ce radon 222, grand R petit n, est de 3,8 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 3,8 jours, il a perdu la moitié de sa radioactivité. Il faudra encore attendre 3,8 jours, oui, mais s'il y a une source, c'est-à-dire un débit de dose régulier, on n'a pas résolu notre problème. On est toujours dans l'ambiance du gaz radon. Alors, que faire ? Alors, la première chose à faire, si on a un doute, mais il faut que ce soit un doute sérieux, pas parce qu'il y a quelqu'un qui a eu une pneumonie, ça y est, c'est le radon. Faut être sérieux, hein, quand même. La solution, c'est déjà d'apprécier s'il y a du radon, s'il n'y en a pas. Ça, les pompiers, au moins ceux qui sont dans les zones des centrales nucléaires, ont des formations en radio, au niveau de la radioprotection, etc. On peut aussi s'adresser à la RSN, c'est l'autorité de sûreté et de radioprotection, nucléaire et de radioprotection, mais il y a aussi d'autres organismes auxquels on peut s'adresser pour avoir une appréciation. Alors, ce radon, il y a 2 sources. Soit il vient du sol. Comment vient-il du sol ? Dans une cave, par exemple. Et on a, il n'y a pas de dalle en béton, c'est une cave avec des tonneaux de vin, excellent, mais elle est restée brute. Bon, il peut y avoir des remontées par le sol, parce qu'il y a une faille, parce que ceci, parce qu'il y a cela. Ça peut être aussi une galerie de mines qui se trouve en dessous, ça peut être ce qu'on appelle un renard d'eau, pas un renard, un petit écoulement d'eau, ou un ruisseau, quelque chose qui coule sous la maison et qui nous amène, qui vient par exemple de roches uranifères et qui nous ramène du radon.
Ça peut être aussi dans un mur qui a été construit avec des briques ou des parpaings, ou un mur banché dont les agrégats contiennent du radium ou contiennent quelque chose qui nous ramène du radon. Et ça, le constructeur, lui, ne peut pas le savoir, bien sûr. Alors donc voilà, donc à ce moment-là, si ça vient du sol, on peut faire une belle dalle en béton, 12-15 cm d'épaisseur, en béton armé, avec une bonne couche de peinture dessus. Ça peut être une solution, puis après on voit si ça se calme ou si ça continue. Ça peut, au niveau d'un mur, après il y a deux solutions. Soit on peut peindre avec une peinture assez épaisse ce mur, pour éviter justement la porosité. Soit on remplace le mur par morceaux. Voilà, une solution. Donc je voulais aborder ce sujet parce que c'est un sujet pratique et, qui mérite quand même d'être abordé. Alors maintenant, je vais vous renvoyer vers, comme je fais d'habitude, enfin souvent en tout cas, vers des sites intéressants, qui sont des sites officiels. Si vous voulez en savoir plus sur l'énergie nucléaire, sur ce qu'on discute actuellement, vous avez le site de la SNR, pardon, donc Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, Orano, la société Orano, qui a de très bons sites. Décidément, je pense pas que j'ai du radon. Bon, ça fait pas éternuer de toute façon. EDF, et puis le CEA, les sites du CEA. Il y a également sur Wikipédia, donc sur Internet, de très bons documents qui ont été faits par des gens qui manifestement connaissent le sujet. Donc, je pense qu'on peut les consulter. Voilà, j'espère que ceci vous aura intéressé. Alors la prochaine fois, nous allons parler de la radioactivité, savoir ce que c'est que la radioactivité, puis on parlera de la radioprotection, comment s'en protéger. Alors est-ce que ça sera dans 8 jours ou dans 15 jours? Je ne sais pas encore, parce que tout ça, c'est quand même du travail. Et j'ai besoin aussi de prendre quelques vacances, ça peut arriver. Mais je vous conseille quand même de mettre un pouce, de vous abonner. Nous arrivons à 40 abonnés, mais c'est quand même pas énorme, pour en avoir beaucoup plus. Ça nous permet de faire remonter la chaîne dans YouTube, dont je vois d'ailleurs maintenant certaines vignettes qui apparaissent, ça fait très plaisir. Mais si nous avions 100 ou 150 abonnés, je serais vraiment très heureux, et c'est évidemment très motivant. N'oubliez pas également de consulter le site internet www.laplumedutemps.com. Tous les documents sont gratuits, il suffit de valider les conditions générales, pas de vente parce que je ne vends rien, surtout pas en France. Et puis, donc de vous abonner, ça vraiment, ça nous fait très plaisir. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances, et puis je vous dis à bientôt, et surtout n'oubliez pas votre chapeau de paille, parce que il fait quand même assez chaud, c'est pas extraordinaire, c'est pas que le réchauffement climatique, il fait chaud, c'est l'été, oui, il fait chaud, voilà. Donc je vous dis à bientôt, et portez-vous bien.